Donc c'est ça. Donc première chose, schéma, on a un long fil infini qui a une densité linéique de charge lambda plus grande que 0. Et autour de ça, on a une charge qui va faire une orbite circulaire, malgré mon dessin qui n'est pas très circulaire, mais bon, ça va être ça pareil. Une orbite relativement circulaire avec un rayon petit r. Et on a une charge ici, moins q, qui va tourner autour de ça. Donc on veut savoir quelle est l'expression de la période. Donc on veut connaître la période de rotation de notre particule qui est ici. Donc, petite mise en situation. Écoutez, l'idée de bien réaliser ça, c'est de savoir que cette particule-là est attirée, donc ressent une force. Donc, une force électrostatique d'attraction. Pourquoi? Elle est négative et ça, c'est positif. Donc, les deux s'attirent. Comme il y a une force d'attraction électrostatique, cette force-là, dans le fond, est une force qui s'appelle une force centripète. Elle est vers l'intérieur et elle fait tourner. C'est ça la définition d'une force centripète. C'est toujours une force qui est vers l'intérieur et qui fait tourner notre objet. Donc, c'est ce qu'on cherche à avoir. Et comme je vous disais, cette force électrostatique-là va être égale à notre force centripète. Donc, si on y va en module, on va dire que la force électrostatique va être égale à notre force centripète. Une fois qu'on a notre force centripète, je vous rappelle que par définition, une force centripète, c'est mv au carré sur r. Ça, vous avez vu ça en mécanique. C'est pas pour rien que le cours est préalable à celui-ci. Donc, on devrait savoir que ça existe. Si jamais vous n'avez besoin de l'examen, je l'ajouterai. Mais c'est des choses qu'on doit savoir qui existent et qu'on devrait être capable de retrouver. Fait qu'en gros, il faut trouver c'est quoi la force électrostatique qu'il y a sur cette charge-là. Pour savoir quelle est la force électrostatique sur cette charge-là, ben on va s'appuyer sur le fait que la force électrostatique est égale à Q fois le champ électrique dans lequel cette charge-là, elle est plongée. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le champ créé par la tige pour l'appliquer sur la charge. C'est pas le champ créé par la particule qui crée une force sur elle-même. C'est toujours une force extérieure à cette particule-là qui va créer cette force-là. Donc ce champ-là, c'est pas le champ créé par lui, c'est le champ extérieur créé par quelque chose d'autre qui est appliqué sur lui. Donc le autre chose qui crée ce champ-là, c'est cette tige-là. Cette tige-là crée un champ électrique. On l'a démontré dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 en fait. Bon, évidemment, je n'ai pas ma souris. Je ne peux pas l'avoir. Je vais trouver dans le manuel. Je vais tout de suite la redémontrer au complet. Mais en fait, on peut la redémontrer tant qu'à y être. Là. Ça va faire une autre pratique. Donc, je fais le théorème de Gauss avec mon cylindre comme ça de rayon petit r. Je vais avoir quel est le champ électrique à un point qui est en bordure de ce truc-là. Donc, je vais dire que mon champ électrique DE va être vers l'extérieur. Pourquoi? Ben, parce que, en fait, mon champ électrique E va être vers l'extérieur. Je vais le faire avec le théorème de Gauss. Je sais qu'on est dans le chapitre 2, là, mais il ne faut pas un gros défi que vous allez vous ajouter à vous-même, qui n'est pas nécessaire, c'est que vous allez vous dire, ben ça c'est dans le chapitre 2, c'est dans le chapitre 3, fait que non, c'est toute la même matière, c'est toutes les mêmes charges, c'est tous les mêmes champs électriques. Donc chapitre 2, chapitre 3, il n'y a pas de distinction. Là. Il y a de la matière que j'ai faite dans le chapitre 2, de la matière que j'ai faite dans le chapitre 3. C'est pas parce que j'ai fait un exemple dans le chapitre 3 qui ne s'applique pas au chapitre 2. Là. Tout ça, c'est la même chose, on parle de champ électrique. Là. Donc j'ai E qui est ici vers l'extérieur. Mon DA qui va être vers l'extérieur ici aussi. Si je prends un DA qui va être comme ça ici et sur ma surface inférieure, un autre DA qui va être comme ça ici. Donc si je veux avoir le champ électrique à cet endroit-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais appliquer mon théorème de Gauss, qui est la façon la plus simple de faire une géométrie cylindrique comme ça, avec un fil infini. Donc E.dA qui est Q intérieur sur epsilon 0. Donc là j'ai trois surfaces, j'ai disons ma surface supérieure 1, ma surface du centre 2 et ma surface en bas 3. Donc le tube qui est au centre c'est ma surface 2, la boîte qui est au-dessus 1 et la boîte qui est en bas 2. Je vais séparer mon intégrale en 3, donc sur la surface 1 j'ai E.dA plus sur la surface 2 E.dA plus sur la surface 3 E.dA. Donc là, il y a plein de trucs qui vont pouvoir tomber à 0. Si je regarde sur la surface 1, ben, j'ai E qui est vers l'extérieur et DA qui est par en haut. Donc là, ça tombe à 0 parce que j'ai un cos de 90. Donc toute justification comme ça, c'est en masse.
Sur la surface 2, ben, j'ai E puis DA dans la même direction, donc lui, j'ai quelque chose à évaluer. Puis la surface 3, ben, j'ai DA qui est par en bas, puis mon champ qui est vers l'extérieur. Donc ça aussi, ça tombe à 0 à cause d'un cos de 90 degrés. Donc sur la surface 2, c'est pas mal tout ce qui va me rester à évaluer. Je vais évaluer mon produit scalaire. Donc comme E et DA sont dans la même direction, je vais pouvoir remplacer tout de suite par E, DA. Comme E est constant sur cette surface-là, je peux le sortir. Donc, je vais avoir l'intégrale de dA sur la surface 2 qui va me donner E fois 2 pi R fois L comme étant L la distance, la longueur de ma pilule de gaz. Qui a évidemment pas d'importance. Ça va se simplifier. On doit bien s'en douter dans le Q intérieur comme on a déjà démontré. Donc, Q intérieur qui va être égal à la charge que dans ma tige. Donc, la tige qui est ici, on ne tient pas compte de lui, encore une fois, qui est en bordure. Là. On regarde ce qui est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai une distribution de charge linéique, donc lambda fois L. C'est tout. Donc, quand je vais faire mon théorème de gaz, je vais avoir ça ici. Donc, E fois 2 pi RL qui va être égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, lambda L sur epsilon 0. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les L n'ont pas d'importance, ça se simplifie. Puis, je peux prendre une pilule de gaz qui va être grande, plus avoir de charge, mais plus ça va s'annuler. Dans le fond, plus la charge intérieure va être importante, mais ça s'annule. Donc, voilà ce qui me donne E qui est égal à lambda sur 2 pi epsilon 0 R. Donc, c'est ce qu'on avait démontré en classe, donc dans notre vidéo. Vous l'avez encore ici. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'avoir le champ électrique qui est égal à ça, qui est égal à ma charge ici. Donc, tout mettre ça ensemble. Est-ce que je vais avoir assez d'espace? Peut-être pas. Je vais les réécrire ici. Donc, E va être égal à lambda sur T 2 pi epsilon 0 R. Ouais, on va partir avec ça. Donc voilà, on a dit que FE va être égal à Q fois E. Donc le module de ma force va être égal à Q fois lambda sur 2 pi epsilon 0 R. Voilà. Et on a dit que ça, c'était égal à mv au carré sur R. Donc ma force centripète. C'est tout. Le rayon se simplifie. Qu'est-ce qu'on nous demandait ici? On nous demandait la période. Donc, pour avoir la période, l'idéal, c'est d'avoir la vitesse. Donc, on va isoler la vitesse. Donc, vitesse ici va être égale à Q lambda sur 2 pi epsilon 0 sur M, racine 2. Ici, on va voir la période. Donc, la période, je vous rappelle que c'est le temps nécessaire pour faire un tour au complet. Je vous rappelle que par définition, une vitesse, c'est un déplacement sur un intervalle de temps. Donc, si on veut un temps, c'est toujours un déplacement divisé par une vitesse. Donc, si on a le déplacement ici, ça va être ma circonférence, donc 2 pi r, divisé par ma vitesse, qui va être racine de Q lambda sur 2 pi epsilon 0 fois m. Comment ça? On peut faire un peu de ménage là-dedans pour que ça soit un petit peu plus cute. Donc 2 pi r. On peut envoyer les trucs dans le bon sens. Donc 2 pi epsilon 0 m sur q lambda. Si je ramène ça à l'intérieur, on peut laisser comme ça ou on peut faire racine de 8, parce que 2 à l'intérieur devient au carré. Ici, pi au carré, 8, pi 3, epsilon 0, m sur q lambda. On peut pas faire grand chose de mieux avec ça. Là. Je sais pas comment votre manuel l'exprime comme ça ou comme ça, mais les deux vont fonctionner. Donc voilà. Problème suivant que je voulais faire avec vous, le problème 17. Dans le chapitre 3. Donc, numéro 17, long câble coaxial linéaire de la figure 3.3, le fil conducteur à l'intérieur, rayon A et densité surfacique sigma, l'enveloppe, blablabla. On veut savoir un endroit que le champ électrique est nul à l'extérieur de ce système-là. Donc, ce qu'on a, c'est un premier cylindre au centre de rayon A et un deuxième autour
de rayon B. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est un point à l'extérieur ici, donc un certain point P ici. On veut que le champ soit égal à 0. Donc, le module du champ soit égal à 0. Ce qui arrive, c'est qu'on a une distribution de charge surfacique ici, sigma A, puis une distribution de charge surfacique ici, sigma B. L'idée, dans le fond, c'est que si on veut que le champ ici soit nul, ben, si on regarde avec notre théorème de Gauss, le théorème de Gauss, il nous dit quoi? Il nous dit que E.dA est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, comme on l'a dit quelques fois déjà, si on veut avoir que le champ électrique soit nul, on veut que Q intérieur soit nul. Donc, si on veut que E soit égal à 0, ça implique que Q intérieur doit être égal à 0. Donc, on n'a pas besoin d'aller tant plus loin que ça. On peut refaire notre démonstration avec la surface de Gauss, comme je viens de faire au numéro précédent. C'est la même démonstration. Juste que le Q intérieur ici va être un petit peu plus compliqué à calculer, mais c'est ça le but du problème, c'est calculer le Q intérieur. Mais au bout de la ligne, ce qu'on veut vraiment, c'est que le Q intérieur soit nul pour que, si on fait notre pilule de Gauss, qui serait, disons, notre grosse surface comme ça, qui passe par notre point E ici, on veut qu'à travers cette surface-là, le flux soit nul. La façon que le flux soit nul, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, le nombre de charges soit équivalent sur cette surface-là et cette surface-là. Donc la charge totale doit être la même. C'est pas les sigma qui doivent être équivalents, c'est le nombre de charges qui doit être équivalent. Donc pour avoir mon Q intérieur, ce que je vais faire, c'est la charge qu'il y a dans A plus la charge qui est dans B. Ben, la charge qui est dans A, si on a une distribution de charge qui est surfacique, je vous rappelle que sigma, par définition, c'est la charge divisée par une surface. Donc, si on veut avoir la charge, ça nous donne la distribution de charge fois cette surface-là. Donc, si je prends QA, ben, ce que je vais avoir que QA va être égal à sigma A fois la surface. J'ai mis des petits A ici. Je vais garder petit A et petit B. Petit B ici. Donc petit a et la surface. Voyons. Petit a ici. Et pour le B, on veut que sigma B fois AB. On veut que tout ça soit encore égal à 0. Que Q intérieur est égal à 0. Donc finalement, la relation qu'on doit avoir, c'est que sigma A fois AA doit être égal à moins sigma B fois AB. Ben, la surface